Yo guys, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, ça fait un petit temps que j'ai pu filmer. Bon, la phrase du youtubeur, je bug. Mais c'est vrai, ça fait un petit temps que j'ai pu filmer puisque en ce moment j'ai quand même pas mal de taf avec les sorties la sortie de la collection Snob qui est pas encore sortie. On a eu des petits soucis. Enfin, moi je voulais que ce soit vraiment parfait pour faire cette sortie-là. Pour l'instant, on est dans le stade où on est en train de terminer les derniers fignolages, je pourrais dire comme ça, du site internet. Donc c'est vraiment la fin de fin. Et donc on verra une sortie, on verra soit mi-juillet, soit mi-août. Normalement c'était le 17, mais comme ça a pris un peu de temps, j'ai préféré reporter et puis pour sortir plus tranquillement, puisque quand vous sortez une collection à un certain niveau, c'est clair que quand vous êtes une grande maison ou une marque beaucoup plus établie, vu qu'il y a plus de gens qui travaillent, enfin c'est plus évident. Vous pouvez respecter plus facilement les timings. Des fois, quand vous êtes une jeune marque, c'est plus simple, c'est plus difficile par contre, pardon, parce que il y a plusieurs facteurs. Je suis en train de démêler ça et je sais justement pourquoi je suis en train de démêler ça. C'est plus compliqué parce qu'il y a plusieurs facteurs à régler et tout ça, donc c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça. Et en fait, je voulais pas le lancer début juillet parce que même s'il y a eu le Covid et tout, c'est pas des périodes qui sont propices à lancer des collections, quoi, tout simplement. Donc là, ça va sortir en théorie soit le 20 juillet, soit après le 15 août. Donc encore à voir. Il y a encore 2-3 meetings. Il y a encore 2-3 meetings que je dois faire avec Melissa, mon associé de Snob, et certains des coachs que j'ai eu, voilà. Donc je vais voir ce qu'ils vont me dire avec la discussion avec Melissa, et puis de là on tranche. Voilà. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Déjà, c'est l'indépendance du Congo. Donc, ça, c'est déjà génial. Et en fait, en plus de ça, c'est le hasard du calendrier, mais on m'a proposé de faire une conférence qui commence. Donc, on est quelle date aujourd'hui? Il est 19h, il est 18h20. On est le 30 juin 2020. Et la conférence commence à 19h. Donc d'ici une grosse demi-heure, hein. Et donc on m'a proposé de faire une conférence. Au fait, et le sujet c'est l'appropriation culturelle. Donc c'est un sujet qui est actuellement du moment et que voilà, c'est hyper intéressant de parler sur ça. Donc c'est un organisme qui s'appelle le MAD Brussels, qui est donc un organisme belge qui aide les jeunes créateurs à se développer. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, je m'appelle Paris Malongou, je suis un jeune créateur d'origine congolaise ou congolais qui vit à Bruxelles, et voilà. Donc on m'a proposé de faire cette conférence là, et c'est une conférence qui est bien sûr en ligne, vu que pour l'instant avec le Covid, enfin même si c'est la fin, on espère que c'est la fin, c'est difficile de se déplacer, donc c'est en ligne, et donc c'est sur ce sujet là. Et je vais filmer justement cette conférence que je vais essayer de mettre en ligne le mieux que je peux. Et voilà, je suis un peu stressé parce que c'est un sujet qui est pas évident. J'ai mes notes, qui sont juste là. C'est pas évident. Là, j'ai mon petit blazer que je vais mettre pour être cool, parce que bon, forcément en bas on est en short, hein, donc c'est pas foulé. Là, j'ai préparé mes notes et tout, donc je pense que je vais être prêt. Je vais essayer de bien filmer ça. Ça va pas être évident. Je vais voir un peu comment je vais faire. Est-ce que je vais me filmer là en train de me parler? Je vais peut-être faire ça pour voir, parce que je vais peut-être faire ça pour me reparler plus près. Et je vais essayer de filmer mon écran. Et comme ça, je verrai au niveau montage qu'est-ce que ça peut donner. Sinon, si c'est compliqué, enfin si je vois que c'est compliqué, je sais que le MAD donc mettra un link sur Vimeo, mais je le mettrai quand même aussi. Et comme ça, vous pouvez aller suivre notre webinaire et les autres. Donc voilà, en fait, parce qu'il y a eu 9 webinaires, donc où il parlait de sujets d'autres par rapport à plein de choses. C'est souvent autour de la mode. Bon, là, de ce qu'on va parler, c'est la mode, mais voilà, il y a quand même des notions quand même culturelles qui vont rentrer en place. Et c'est aussi pour ça que je suis un peu stressé, parce que c'est un sujet où il faut bien expliquer les choses et être précis par rapport au point, pour que les gens puissent comprendre, et surtout en gros que le message passe, quoi. Donc c'est un peu ça. Je vais laisser comme ça et je vais me filmer en train de parler.
Et je ferai ça et je filmerai mon écran et on verra ce que ça va donner. Je pense que ça va durer une petite heure. Désolé pour le bruit, j'ai pas fermé ma fenêtre encore. D'ailleurs, il faut que je le ferme. Je crois que ça va durer une petite heure cette conférence-là. Donc voilà. Bon, à tout à l'heure. Ah oui, j'ai pas précisé. La conférence, donc je suis pas tout seul. Donc c'est fait par Peggy Hack, qui est une business advisor chez Mad Brussels. Et donc elle, c'est la hôte. Et donc elle a invité donc Paris Malongou, c'est moi, cofondateur de la marque Snob. Elle a invité Tom. J'ai pas envie de dire son nom de famille pour pas l'écorcher, mais je vais l'indiquer ici, qui est le DA Art Director de la marque Essentiel, qui est une marque très importante en Belgique et même dans le monde, on peut le dire, qui est une marque qui est quand même bien installée. Et une autre jeune fille qui s'appelle Cyré, qui a créé aussi une marque de fringues. Je mettrai tous les infos là, donc vous pourrez aller les follow et voir leur travail d'une manière globale. Donc voilà les gars. Voilà. Okay. Yes. Let's start. Hello to everybody. Thank you for joining us this evening for our last webinar of the season, Cultural Appropriation in Fashion. My name is Peggy Akke. I am a business advisor at Mad Home of Creators. And I'm very glad to welcome our speakers of today, Cyré Kaba. Hello, Cyré. Founder and designer at Eratum Fashion. Paris Malungo. Hello, Paris. Hi. Co-founder and designer at Snob. And Tom de Portre. Hello, Tom. Hello, everybody. Hello. Art director at Essentiel Antwerp. Okay, so before getting started, let's share some housekeeping rules to facilitate a smooth connection for everybody. Please make sure you are connected via your microphone and headphones instead of a telephone connection. Telephone connections can be sometimes very unsteady and hard to hear. As we are recording this webinar, it's important for the ones who will dial in later to have a clear sound. So if you drop out later, no worries, the webinar will be soon online, so you can replay it as much as you want. Please set your microphone on mute and please turn off your camera. Not for the speakers, of course. Feel free to share your questions you might have throughout the webinar. Please send them through the chat box. The chat box you find on the upper right of your screen. We will answer them later. Stay connected. We would like to hear your feedback and your thoughts. You can tag your posts on social media with Mad Home of Creators. You can share this with us directly. So before we start, let me just very briefly talk about Mad. Who are we? We are Mad Home of Creators. We are based in Brussels. For those who don't know us, we are the Brussels platform for the fashion and design sectors, promoting local talents on a local, national, and international level. We support and empower passionate creatives in their business development. We're helping starters and entrepreneurs to define a sustainable business model as from the early stages of their business. We have an in-house incubator. We connect great thinkers with the best of makers. We aim to develop sustainable and offer social solutions by making impact. And we believe in the power of collaboration. Okay, let's get started. This webinar will be held in English and French.
Sorry, yeah. As this is quite a complicated subject, each of us feels more at ease using their mother tongue. Tom will be speaking in English, Paris, and Cire will be speaking in French. So for the audience, should you not understand what one of the speakers is saying, please signal this in the chat box, and we will try to translate it as much as possible. Should you have any questions afterwards, you can always contact us and we can clarify what you didn't understand. Okay, here we go. Welcome, Cire, Paris, and Tom. I would like to start with the definition of cultural appropriation. The first slide is the definition as I found it on the Wikipedia. I will read it out. So cultural appropriation, at times also phrased as cultural misappropriation, is the adoption of an element or elements. I'm sorry. The adoption of an element or elements of one culture by members of another culture. This can be controversial when members of a dominant culture appropriate from disadvantaged minority cultures. And I would like to add on the next slide, there is always an inherent power imbalance. It is the dominant group taking from a marginalized group with cultural appropriation. This is also often plays out in the realities of colonization. It is the colonizer taking from the colonized. Quote Adrian Keene from the blog Native Appropriations. Okay, Cire, how would you define cultural appropriation? Does it affect you emotionally when you see this? Cire? Oui, bonjour Peggy, bonjour à tous. Voilà, comme Peggy l'a expliqué, je vais m'exprimer en français parce que c'est effectivement un sujet qui me touche, qui implique pas mal de choses. Quand on parle d'appropriation culturelle, ou même, j'ai envie de dire, d'un colonialisme culturel, oui, on ne peut pas rester indifférent par rapport à mon histoire, par exemple. Je suis belge, d'origine guinéenne. J'ai grandi entre le Ghana, la Tanzanie, et je suis arrivée en Belgique à l'âge de 16 ans. Pour moi, je faisais partie, oui, de la culture dominante étant d'origine africaine, mais en arrivant ici, on me ramène souvent finalement à ce que moi je ne me considère même pas, vu que ça fait partie de moi, à ma couleur. Et cela implique pas mal de choses. Donc en parlant de l'appropriation culturelle, il y a l'idée de spoliation. Donc il y a l'idée aussi de ne pas reconnaître la culture minoritaire dans tout ce qu'elle a de complexe en fait. Parce que comme ici le blog le mentionne si spécifiquement, il y a vraiment cette idée de domination. Et donc, la domination par rapport à la colonisation, donc ça rappelle vraiment pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que ce débat, en fait, il est hyper important, il est hyper actuel, et c'est aussi une opportunité, en fait, pour tous d'apprendre et d'évoluer et de partager, en fait, nos expériences pour aller vers quelque chose de beaucoup plus égalitaire, finalement. Parce que l'appropriation culturelle, quelque part, c'est quoi? C'est de l'ignorance, en fait. Donc, c'est important que ça crée le débat. C'est important qu'on sache un petit peu qu'est-ce que ces personnes qui se sentent spoliées de leur culture en pensent et qu'est-ce que, bon, ceux qui spolient, pourquoi le font-ils? Donc, voilà. Merci, Cire, pour partager. Thank you, Cire, for sharing this with us. Paris, how would you define cultural appropriation and how you feel about it? Eh ben, je suis un petit peu d'accord avec ce qu'a dit Cire dans la forme et dans le fond. On est d'accord que prendre l'appropriation culturelle quand vous êtes un jeune créateur ou autre et pas comprendre la culture et l'ADN du pays, c'est très compliqué. Je pense que c'est important que ces personnes ou que les gens, quand ils prennent l'appropriation culturelle, comprennent ce qu'il y a derrière derrière le pays. Et en effet, c'est clair que c'est une question qui va beaucoup plus loin, car moi, je suis d'origine du Congo
et je me sens congolais à 100% aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le jour de l'indépendance. Donc, il faut lever le drapeau car la Belgique a fait des choses horribles dans ce pays. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir ce sujet-là aujourd'hui. Et pour revenir à la question, c'est clair que au niveau de l'appropriation culturelle, ce qui est très important, c'est de respecter les traditions, les éléments ethniques et surtout que les gens euh, prennent vraiment part et comprennent que c'est quelque chose de très important et qu'il faut absolument comprendre ce qu'on veut aller là-dedans. Et donc, pour moi, si un créateur ou autre prend une culture d'un pays, il faut au moins que dans le pays, enfin, il faut au moins que dans la team, il y ait quelqu'un ou de cette culture ou qui vont chercher réellement l'info pour que les gens puissent comprendre ce qu'il y a derrière. Car malheureusement, quand il n'y a personne qui est issu de cette culture, notamment là, dans ce sujet-là africaine, il y a souvent énormément d'erreurs. Et pour parler de manière perso, moi, ça me dérange énormément quand ils avaient des gens ou des marques qui prennent l'ADN de notre continent. C'est pas normal. C'est pas normal. Je trouve que c'est limite scandaleux que ces gens-là prennent l'ADN et souvent sans mettre en avant les artisans ou autres. Ils prennent tout, ils arrachent tout et ils prennent juste la culture et ils communiquent sur rien. Ils communiquent même pas sur d'où viennent les sources. Donc pour moi, c'est inconcevable. Je pourrais pas prendre une. Déjà, je suis RDC et fier de l'être. Je pourrais déjà pas prendre une autre culture. Ça, c'est sûr. Et si je prenais une autre culture, ben, j'essaierais de m'intéresser et de comprendre les codes de cette culture-là. Mais je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il faut que les gens comprennent que prendre une culture, enfin, comme on dit le titre appropriation culturelle, c'est vraiment très important que les gens comprennent ce qu'il y a derrière et vraiment qu'il y a un réel fond, quoi. Là, c'est pour ça que je commence bien le truc bien fort, là, parce que c'est quelque chose qui me touche et qui Ouais. m'excite au plus haut point. Et je trouve que c'est très important que les gens comprennent, et notamment pour parler vulgairement, que les Blancs comprennent qu'en prenant ça, il faut faire attention et que voilà, il y a des choses derrière ça. Et il y a des ancêtres à nous qui sont là et qui sont battus pour notre pays. Donc c'est important voilà, de faire les choses correctement. Si je peux me permettre juste, Paris, c'est vrai que c'est important de préciser quand tu parles de blanc, mais moi, ce que je voudrais également mettre en avant, parce que c'est vraiment cette idée de domination, il n'y a pas que les blancs qui font de l'appropriation culturelle par rapport à l'Afrique. J'en parlerai peut-être plus à l'heure, mais également le cas, par exemple, des Américains, des Noirs américains, par exemple. Excusez-moi, Cyril, on t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux… Oui, comme ça, je crois que ce sera mieux. Là, oui, c'est mieux comme ça. Oui. Là oui. Oui. Donc, je disais, pour aller dans le sens de Paris, c'est apporter une nuance aussi quand il parlait de blanc. C'est-à-dire que moi, au-delà de parler de blanc, je veux parler plutôt de dominants, voilà, de gens qui se sentent dominants par rapport à leur culture. Donc, je voulais mettre en avant le cas, par exemple, de Beyoncé, qui fait énormément d'appropriation culturelle par rapport à l'Afrique. Or, elle n'est pas blanche. C'est vrai. C'est vraiment cette idée de domination, au-delà de la couleur de peau. Je pense que c'est vraiment cette idée de domination de gens qui ont l'impression d'avoir cette culture générale par rapport à ceux qu'on considère comme marginaux ou la culture minoritaire. Pourtant, tu n'es pas minoritaire, mais en se mettant dans le prisme occidental, voilà. Okay. C'est vrai pour aussi apporter cette nuance-là, parce que c'est clair, on fait un webinaire, on a un timing qui est serré, donc on doit répondre aux questions les plus claires possibles. Mais en effet, c'est pas juste blanc, donc je mets des guillemets en utilisant blanc, c'est un terme facile. Mais comme dit Cyril, en effet, Beyoncé, qui est une star américaine, a pris énormément d'ADN africaine dans ses chorégraphies, dans son styling, et souvent sans noter quoi que ce soit. Donc c'est clair que oui, c'est pas juste la couleur blanche en tant que telle, mais oui, il faut faire attention en tout cas. Ok, merci. Tom, Yes. how do you explain cultural appropriation to white people, especially to those who don't see it as an issue? When I try to explain cultural appropriation, I try to do it with examples because I think it's sometimes speaks more to the persons than than doing it by definition or whatever. So I would give, for instance, the example of the hairstyles of Black women that
are appropriated by sometimes models or influencers without recognizing it, without knowing the history behind it, without knowing that Black women used to be and are still marginalized by it, that it's not accepted in school or at work. By, for instance, I mean, things like on festivals, it still boggles my mind that people are wearing Indian headdresses, things like that, that people just take it, assume it as a costume or as a trend without knowing the history behind it. I try to explain it like that you should educate yourself on where it comes from and not just take something, copy it, and think it's fashionable, because sometimes if white people take over a trend, it becomes fashionable, whilst when it's with for instance, with the hairstyles, when it's with Black women, it's still marginalized for some people. So I try to do it with examples, and I try to explain it like that. Moi, je suis d'accord. Okay, thank you. Let's go to the next question. Yes. Tom, you graduated from the Antwerp Fashion Academy quite a long time ago. Yes. I don't know in what year that was. It was, I graduated in 1999. 1999, nice year. So, yeah. So at Antwerp Fashion Academy in the 3rd year, it's all about ethnical costumes. You have to work around, you have to make an ethnical costume to understand it. In 1999, did you learn about cultural appropriation at school? How did the school approach cultural inspiration in those days? The thing was, with the ethnical costume, you had to study that for half of the year. So the first jury, which was like mid of the year, December, January, you had to present your ethnical costume, but you did not only have to present the costume, you had to do the whole research about the culture, about the habits, about everything surrounding the culture you were the cultural costume you were recreating. So you really had to do the research about everything around it, and it had to be thorough. It had to be very elaborate. So we did not learn really. I mean, the word cultural appropriation was never discussed, but I then already had to study. I mean, I did not just have to take what is there, just do the costume. We really had to study everything around it. So for me, that was already a point. I mean, that was already a way of getting to know things about culture, and just not to copy it. So it was not discussed. It was also, I mean, in that time, it was not really a thing. But I think the school handled that well because of that, or because of the research we had to do. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So, for your own creative work, how do you judge your own creative work through the lens of cultural appropriation? Do you feel you can be less creative within cultural boundaries? Do you feel like you have to make a compromise? And how would you judge what is appropriate and what is not? But I always think, and I always have learned that as well, that compromise makes you more, boundaries makes you more creative. If you, I mean, you cannot just do whatever you want. You have to work within boundaries, and there you have to find solutions and become creative. Also, to go back to the ethnical costume, the teachers never said just copy what you make or what you, if you had to imply it in your own collection, you had to interpret it. You had to like, interpret it, take it as an inspiration, but make it your own in another way. So not just blatantly copy it, but yeah, make it your own. So if you had to study
the culture around it, you not always take the literal elements, but more the ideas or more the habits and make it in something new. So I think then, because of that, boundaries did not limit me, but it made you more creative, and it made you look for something new and something else without just copying what you just saw or what inspires you. Okay. Cire, what is your opinion on being inspired by other cultures? Because Paris was talking about just a minute ago about Beyonce copying from other cultures. How do you feel about being inspired by another culture, for instance, by Asian or Indian? Do you think it's appropriate to introduce some of other cultures in your work? How do you feel about it? Cire? Oui, ah, ok. Oui, oui. Mais moi, j'adore m'inspirer des autres cultures. Je pense que c'est ça l'avenir du monde. C'est vraiment ce métissage. Maintenant, ici, il y a une différence entre une influence et un métissage et quelque chose qu'on se réapproprie sans donner la source, sans réfléchir à d'où ça vient. Moi, par exemple, j'adore le kimono. Voilà, le kimono japonais qui a été introduit au Japon par sous l'influence chinoise. J'adore cette idée, voilà, que c'est quelque chose qu'on porte sur soi. Je trouve qu'il y a une référence, par exemple, avec les pagnes, comme on attache en Afrique, qui est aussi un bout de tissu qu'on attache sur soi. Donc voilà, je trouvais ça intéressant dans ma pratique à moi de mélanger un peu l'influence de ces deux continents, voilà, l'Asie et l'Afrique, d'autant plus que je trouve qu'on a vraiment des éléments en commun en termes de tradition, en termes de liens par rapport aux aînés. Et donc, à ce moment-là, voilà, c'était dans une démarche, moi je me considère comme quelqu'un d'apatride en fait. Je suis d'origine africaine, mais finalement, je suis juste une citoyenne du monde. Donc, oui. Dans mon travail artistique, je m'octroie le droit de m'inspirer, d'aller m'enrichir d'autres cultures. Maintenant, effectivement, c'est la manière dont c'est fait. Par exemple, je n'aurai jamais aucune prétention de dire que j'ai inventé le kimono. Et puis, utiliser aussi le bon terme. Ce n'est pas un gilet, ce n'est pas quelque chose que j'ai fabriqué. C'est le terme kimono qui vient du Japon, qui vient du terme japonais. Donc, souvent, quand on parlait, par exemple, des coiffures africaines, quand c'est les femmes noires qui les portent, c'est complètement marginalisé. Quand c'est une influenceuse blanche, c'est quelque chose qui est tout à fait hype. On peut citer l'exemple, par exemple, de Kim Kardashian, qui a soi-disant inventé des tresses qui sont complètement africaines. Donc là, encore une fois, l'inspiration n'est pas le problème. C'est la manière dont c'est fait, c'est la manière dont on essaie de s'approprier cette culture qui est millénaire, qui existe des millions d'années avant toi, et toi, tu viens sans aucune humilité dire que tu l'as inventé. Donc ici, encore une fois, c'est vraiment trouver le juste équilibre entre l'inspiration, et l'inspiration est la base de l'art, c'est la base du monde, s'inspirer. Mais s'inspirer ne veut pas dire spolier et ne pas reconnaître et ne pas remettre dans le contexte, en fait. Oui. Ok, merci. Paris, how do you feel about? Je suis pas d'accord avec Cire. J'aurais bien voulu, mais malheureusement je peux pas, tu vois. Ben non, moi je peux. Enfin, je parlais d'une manière vraiment personnelle par rapport à la dynamique aussi de la marque que j'ai créée qui s'appelle Snob. Si je pense par rapport à la marque Snob, je peux pas aller ailleurs. Je peux pas aller chercher des inspirations ailleurs parce que pour moi, le DNA que j'ai, c'est mes racines du Congo, la garde-robe de ma mère, Molenbeek, le quartier, Bekant, les stations de métro. C'est vraiment là où je vais chercher toute l'inspiration depuis que j'ai commencé Snob. Et pour moi, c'est impossible aujourd'hui de prendre une culture d'ailleurs et de l'amener dans l'univers que je suis en train de créer. Mais il y a un mais. Il y a quand même un mais. Et là, je vais rejoindre un peu Cyril. Si demain, j'ai la chance
par exemple, comme Tom, de travailler pour une grande maison comme Essentiel et de rentrer dans cette maison-là, d'être un DA et de comprendre l'ADN de la marque, la culture, tout ce que le fondateur a créé. Là, je vais puiser dans les archives et je vais essayer de sortir le maximum de choses que je peux pour amener la DNA de la marque au plus haut. Donc, c'est là pour moi un petit peu, en fait, je pense qu'on se rejoint tous. C'est là, moi, un petit peu la différence un petit peu entre les deux, entre aller chercher et prendre et tout voler, entre guillemets, et puis aller dans une maison, comme pourrait faire Tom avec Essentiel, regarder le DNA, voir ce qui se passe depuis des années et créer quelque chose. Et donc, pour moi, c'est vraiment la balance entre les deux, en fait. C'est vraiment, Il y a un je vais autre, prendre mon DNA pour Snob, mais si je travaille pour une maison, je vais avoir une autre réflexion. Mais c'est aussi une autre manière de travailler quelque part parce que c'est vraiment ton marque très personnelle que je comprends aussi, c'est de chercher l'inspiration chez toi. Mais il y a une autre manière, comme Cyril dit, de chercher l'inspiration un peu partout. Alors, je pense que c'est aussi quelque chose de plus personnel. Oui, 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 clairement. complètement. C'est pour ça que tu as dit le mot, en fait, c'est l'ADN. Oui, C'est vraiment voilà. ça. Et souvent, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Moi, par exemple, je sais que dans mon ADN, le multiculturalisme fait partie de mon ADN. Exactement. Au départ, quand je me suis présentée, je suis belge, d'origine guinéenne. J'ai grandi en Tanzanie, au Ghana. J'ai passé mon adolescence en Belgique. J'ai voyagé au Brésil, etc. Et donc, ce monde, en fait, ça fait partie de moi. Et donc, moi, je n'ai pas envie, dans ma démarche, de m'enfermer dans quelque chose. J'estime que le monde est mon terrain de jeu. Et donc, je le fais avec tout le respect que ça mérite parce que ça fait partie de moi et que cette inspiration-là me nourrit, en fait. Et ça, c'est mon ADN à moi, tu vois. Oui. Alors, je comprends très bien ce que tu veux dire. Donc, ça fait partie de ton ADN, mais moi, cet ADN d'inspiration multiple, je le revendique aussi. Oui, clairement. Mais je pense qu'on se rejoint. C'est juste moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, en ayant créé une marque et tout ça, je suis plongé là-dedans. Et c'est vrai que c'est une marque qui est aussi avec plein d'émotions liées avec mes parents et tout ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à aller chercher l'inspiration ailleurs parce que quand je vais voir ma mère, j'ouvre sa garde-robe, il y a plein de trucs encore à faire. Et le DNA se trouve là. Mais comme il dit Tom, c'est tout à fait une autre manière de travailler. Et c'est clair, si demain tu travailles pour une autre maison ou tu fais autre chose, tu peux avoir un open mind qui est différent aussi. Hein. Mais je pense aussi, comme on a dit, le DNA est très important. Si c'est très personnel, si c'est très clair ce que tu veux dire, l'inspiration peut venir de partout, mais le DNA doit être fort et doit être très... mais je trouve le DNA, le ADN doit être personnel et bien établi. Et comme tu le dis, si ça vient de chez toi, de la garde-robe de ta mère, où tu vis, c'est aussi c'est très personnel et très clair pour les gens, pour les gens qui te regardent. Allez, Clairement. Hein. Et la marque. Ok. Très bien, thank you. Next question. Business of culture or cultural exploration? Ouh là 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 là. So, the incredible story of fashion icon Daniel Day, Dapper Dan. For those who don't know, this completely incredible... C'est le roi. C'est le roi. This incredible story. So Daniel Day, he's not in the picture here. This is a picture from the beginning of the 90s, I think. Daniel Day got sued several times for copying Gucci. And the lawsuit that finally he got from Fendi put him completely out of business in 1992. Daniel Day was clearly one of the biggest talents, trendsetter, influencer. He stayed for a very long time under the radar and then finally got put out of business by Fendi for copying Fendi.
But as Daniel Day said in an interview with the New York Times magazine, he's the inventor of the Logomania. Logomania is probably my biggest achievement in terms of fashion. I'm the father of Logomania. Yet, he never got credit for it. So it is one of the biggest fashion trends ever. He never got credited for it. Until in 2017, with the support of Alessandro Michele, the artistic director of Gucci, and Marco Bizzarri, the CEO of Gucci, they did a collaboration with Daniel Day and created together Dapper Dan of Harlem. In 2018, they opened a luxury store in Harlem, the first luxury fashion house in Harlem. This is an incredible story. The man finally got credit for his creative work he did, but somehow I have mixed feelings about it, because in the 80s and in the 90s, I think nobody could guess that the music business of rap would become the biggest music business, the music industry actually, in the whole history. So is this business of culture or is this cultural exploration? I'm asking you guys. Qui commence? You talked about it. Paris, go ahead. Tu es chaud, vas-y. Commence? Ouais, Oui, vas-y. vas-y. Ok. Bon, parce que là, on parle d'un sujet qui est quand même très important. Dapper Dan est déjà le roi d'Harlem, c'est le king d'Harlem. C'est une personne qui a... Déjà, premièrement, c'est le premier designer noir. Ouais. Pour moi. C'est la personne qui a fait cette mode urbaine, si on peut l'appeler comme ça, en mode luxury. C'est le premier. Donc, s'il n'y avait pas Dapper Dan, il n'y a pas Off-White, il n'y a pas tout le reste, il n'y a rien. C'est quelqu'un qui a été un pionnier. C'est quelqu'un de très important par rapport à la communauté black et surtout dans son quartier. Parce qu'au-delà qu'il était black, c'est aussi dans son quartier. C'était quelqu'un qui a été influent dans son quartier. Et au-delà de ça, pour moi, dans les années 80 et 90, l'industrie de la musique était à un pic qui était incroyable. Si on regarde les chiffres dans cette période-là, c'était des chiffres qui étaient très, très importants par rapport à cette période-là, parce que c'était une grande culture. Dapper a habillé Rem DMC, Soleil Paypa, Public Enemy. Donc, il y avait des gens qui étaient très importants qui l'a habillé. Et il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village. Quand on dit que Dapper Dan a genre volé les collections des grands couturiers, c'est pour moi totalement faux. C'était quelqu'un qui était vraiment innovant. Maintenant, certes, il prenait les prints de chez Vuitton, de chez Gucci, il en faisait un sac, il faisait des vestes, il faisait en fait des pièces qui n'existaient même pas dans la garde-robe de chez Vuitton ou de chez Gucci ou peu importe. Donc, c'était quelqu'un qui était très important. Et au-delà de ça, pour moi, Dapper Dan, c'est Tom Ford avant Tom Ford. C'est genre the best. Donc, quand moi j'ai vu la question, j'étais très content qu'on parle de ça parce que ça a été quelqu'un de très important. Et pour terminer aussi, en 2012, Alessandro Michele, le DA de Gucci, avait, je vais être gentil, répliqué une pièce de Dapper Dan. Et c'est à partir de là, comme la communauté était extrêmement chaude, qu'ils l'ont convoqué, entre guillemets, pour qu'il puisse par la suite créer une collection, enfin, avec Gucci, créer une collaboration avec Gucci. Mais Dapper Dan n'est pas quelqu'un qui copie ou co-caisse. Dapper Dan est un visionnaire et en plus, quelqu'un qui a vraiment changé l'industrie de la mode et de la musique pendant cette période-là. Je n'ai plus rien à dire sur ce sujet. Son cas, c'est vraiment, c'est l'exemple même de spoliation, c'est l'exemple même du vol, c'est l'exemple même de ce qu'on ne veut plus voir. Ici, pour s'acheter une crédibilité urbaine, pour s'acheter une crédibilité culturelle, pour s'acheter une crédibilité artistique,
on va le chercher, alors que, comme tu disais si bien, il a été poursuivi. Enfin, on lui a retiré tout ce qui faisait sa saveur, on lui a retiré tout ce qui faisait cet individu et ce qu'il a apporté à la mode. On le voit maintenant, on le voit aujourd'hui, tout son héritage. Et alors, essayer de le tourner comme ça en disant, ben voilà, on fait une collaboration. Enfin, c'est un exemple abject, en fait. Moi, j'évite souvent d'être en colère, mais ça, particulièrement, moi, ça me met en colère. Vraiment, ça réveille des choses en moi parce que c'est... Et alors, il s'est fait au grand jour. C'est vraiment cet exemple de domination encore, mais sans aucune humilité, sans aucune modestie. Et donc là, on essaie de mettre sous le terme de collaboration. Mais là, non, enfin, c'est Dapper Dan qui est... Enfin, bon, bref, j'arrête là. Ouais, t'as raison, c'est même pas collaboration. Non. Moi, je dois dire que, allez, j'ai un peu fait de la recherche. Je connaissais Dapper Dan, mais vraiment l'histoire, au fond, je ne connaissais pas super bien. Mais que j'ai compris, je connaissais les images et tout, hein, je sais ce qu'il a fait. Mais que moi, je trouve que dans ce temps, quand il a commencé à faire ses créations, les Gucci, les Louis Vuitton et Fendi, ils n'étaient pas comme des marques maintenant. C'était des marques vieux jeux pour des gens, les gens conservatifs plutôt. Et lui, il a utilisé les logos et les prints de eux pour faire quelque chose de vraiment cool et que les jeunes voulaient et que pour sa communauté aussi. Et je dois dire, allez, le nouveau Gucci d'Alessandro Michele, c'est très fort inspiré sur Dapper Dan parce que même les logos bootleg, il a copié. Et jamais c'était le Gucci maintenant sans son legacy de Dapper Dan n'était jamais où il était comme maintenant. Et je trouve que c'est vrai, il a copié une pièce de Dapper Dan et c'est par tout le calling out de ça que ça a été de nouveau remarqué et qu'ils ont mis ça un peu comme une collaboration après. Mais je trouve, c'est vrai, comme tu dis, Paris, c'était un génie parce qu'il a fait vraiment des choses qui n'étaient jamais été faites. Et il a vraiment fait ces marques cool en cette époque. C'était pas des marques cool, vraiment. C'était des marques riches et chic et un peu conservatifs. Voilà. Au-delà si je peux juste rajouter encore une notion, le cas de Dapper Dan, il est tellement emblématique parce que il fait partie de cette culture street, urbaine, hip-hop que tout le monde s'arrache actuellement. Mm-hmm. Et là, on a tendance même à oublier d'où vient cette culture. Cette culture vient de la rue, en fait. C'est des gens comme de Dapper Dan qui l'ont fait ce qu'elle est actuellement. Et il y a beaucoup de gens qui ne le savent même pas. Et c'est là où, vraiment, cette histoire d'appropriation culturelle, elle est tellement triste parce qu'il y a tout un pan de connaissances, tout un pan de culture qui est méconnu. Donc, quand il y a des jeunes qui s'habillent comme ça, etc., ils ne savent même pas d'où ça vient. Ils ne savent même pas quel est le message qui était derrière tout ça. C'est pour ça que vraiment, il faut que les gens s'ouvrent, il faut que les gens s'éduquent, il faut que le calling out continue, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut continuer, mais vraiment à rendre justice à des gens comme Dapper Dan. Ouais. Yeah! Tout à fait d'accord. C'est ça! Tout à fait d'accord. Yeah, I would just like to synthesize that Dapper Dan, he's the one who invented the logo mania. Imagine how much money all those brands made with his idea to print logos on leather. I mean, it's beyond. If you think about it, it's really beyond. But okay, enough. We only have 1 hour actually. Enough about Dapper Dan. Now we can discuss about tellement dommage. I would advise everybody to look out on the YouTube. You can find, there's even a documentary made about him. It's a very, sad story, but it's really, he's a true genius. He's one of the biggest talents ever, so check it out.
Yeah. Okay, next question. Romeo, can you go to the next slide, please? Okay. The current zeitgeist is one of calling out. We had the hashtag #MeToo, the hashtag climate change. We had Greta Thunberg, the Black Lives Matter protests. Generation Z is very aware of social injustice. Thanks to this generation, we are very quick to be able to spot when a line has been crossed. So my question to you, do you think that finally we will be able to install a sense of more equality in the fashion industry, which should directly affect the exploitation of cultural heritage? Or do you think that social media is accelerating this process? Or is the heated debate scaring off people? What do you think? Who wants to go first? Moi, je pense que ça ne va pas faire peur aux gens, bien au contraire. Je pense que c'est hyper important et que s'il y a l'un des points positifs à mettre en avant au niveau des réseaux sociaux, c'est bien celui-là. Parce que finalement, ça t'oblige à prendre tes responsabilités. C'est fini l'époque où tu pouvais t'inspirer ou voler une culture et faire ton petit truc à l'autre bout du monde et sans qu'on vienne te demander des comptes. C'est fini ça. Et donc, avec ce système-là, tout le monde est amené à prendre ses responsabilités. En tant que consommateur, tu as une responsabilité de savoir comment sont fabriquées tes pièces. Tu as une responsabilité de savoir d'où vient cette culture. En tant que designer, tu as une responsabilité de faire les choses correctement. Mais vraiment, parce que derrière, il y a comme des chiens de garde, en fait. Et ça, c'est important. On ne peut pas continuer à toujours fonctionner de façon aussi déséquilibrée. Toujours des dominants contre des dominés. Toujours les mêmes chez qui on va spolier. Les mêmes à qui on attribue une attitude misérabiliste normale. Quand c'est les autres qui le font, ça devient hype. Ce n'est plus possible. Et donc, pour moi, bien au contraire, ça doit continuer. Ça doit continuer. C'est aussi l'occasion, encore une fois, c'est une opportunité en fait. Peut-être qu'en faisant certaines choses, tu as l'impression que c'est clair pour toi, mais si ce n'est pas clair quand on te le dit, c'est une opportunité d'apprendre, c'est une opportunité d'expliquer, c'est une opportunité de plus d'ouverture d'esprit. Donc, pour moi, ça ne peut être que positif. Au contraire, on doit continuer cela. C'est comme ça que, et c'est aussi une opportunité d'amener des gens qui ne savaient pas, d'aller découvrir cette culture spoliée. Encore une fois, je vais revenir avec Beyoncé. En 2016 ou en 2018, pour son affiche du concert avec Jay-Z, ils étaient là sur une moto avec une tête de zébu, en mode concurrent. Mais ça, en fait, c'est une affiche d'un film culte d'origine sénégalaise. Eh bien, heureusement qu'il y a un internaute qui était fan de la culture ouest-africaine qui a vu la Super Chérie. Et donc, oui, ça amène plus d'ouverture, ça amène plus de gens à découvrir ce film-là. Et grâce à ça, il a pu être projeté, emmenant donc de nouveaux fans pour découvrir ce film. Donc, c'est hyper important de rester vigilant parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. C'est hyper important que les gens continuent à s'instruire. C'est hyper important que les gens continuent à faire les choses correctement et qu'ils se disent qu'on ne peut plus continuer à, je vais rester gentil, comme dirait Paris, à s'inspirer sans rendre crédit, sans rendre hommage, sans créer des collaborations, sans aller chercher la source de cette inspiration-là pour écrire un nouveau dialogue, en fait. Well, I can say from my experience that since a couple of months, my Instagram feed has changed so much. I'm happy for it, and I learned already so much. So I'm really but it's true. Before that, I mean, to be honest, I mean, it was what it was. But now I really learned things. I discovered things. It's also because I started following way more people, way more Instagram accounts that are doing calling out or that are educating people, because I want to be educated. But I learned so much. I think it's important because for me, Instagram has changed. I don't want to see anymore somebody, posting his dish or something. It doesn't interest me anymore. But it's now for me a tool where I get to learn things and I'm happy about it. So yeah, for me, my personal experience, I
it doesn't scare me, or I don't think it scares people. Of course, it's where you put your interest. If you start following people that only post football pics or whatever, you will never learn. But for me, personally, I'm happy that my Instagram became a source now of learning and discovering. Not that I learn a lot, but I can go and educate myself more about things. So you would say it's more about listening to people and learning what their opinion is? Yes. Like in the whole discussion about social injustice, cultural appropriation, Black Lives Matter. That's okay. We learn to listen, and maybe by understanding that person's opinion, we will be able to install more equality. I think so. I think it's, for me now, a tool to understand different opinions. They're always not the ones that I want to hear, or they're sometimes, but to understand different opinions and to go out and look for things where it touches you, or where you want to learn more about it. So yeah, you have to approach it with an open mind, with an open spirit, but just to be a source more of information. Okay. Paris, what are your thoughts on the calling out generation? Franchement, là, sur ça, je voudrais bien dire beaucoup de choses, mais tout a été dit dans les plus grandes lignes. Je pense qu'on doit être réellement responsable des choses qu'on met sur les réseaux sociaux. Et puis, bon, par rapport à ce point-là, il y avait aussi, je vais un peu répondre à côté, mais je pense par rapport aussi concernant le fait d'instaurer un peu plus d'égalité dans l'industrie de la mode, il y avait aussi cette question-là qui venait aussi. Vu que par rapport à ce sujet-là, ça a été répondu, je suis d'accord avec les gens, avec Cyril et avec Tom. Je vais juste dire un point qui a un peu rien à voir, mais parce que ça me tient à cœur. Par rapport à la question, le fait que est-ce que dans l'industrie de la mode, il y a assez d'égalité et tout ça, je pense que il n'y en a pas assez, mais pour être aussi honnête, il y a quand même des gens qui ont fait des choses, et je pense, et je vais juste parler d'elle parce que je pense à elle aujourd'hui, je pense à Francesca Sosani, la rédactrice en chef de Vogue, Italie, qui a quelques années avait créé un Vogue Issues 100% Black. Donc, pour être aussi positif, je réponds un peu à côté, mais c'est pas trop grave parce que, en soi, ce que Cyril et Tom a dit, je suis tout à fait d'accord. Mais comme il y avait cette question-là, je voulais développer sur ça. Je trouve que c'est important que des personnes comme ça, comme Francesca, qui sont pas noires en soi et qui sont issues d'autres éducations, d'autres cultures, puissent mettre aussi en avant. Et aujourd'hui, paix à son âme, parce que cette femme-là est morte, est décédée il y a quelques années déjà. Et je trouve que ça a été quelqu'un qui a été extrêmement important dans l'industrie de la mode et qui a mis en avant cette culture black, parce qu'elle s'est rendue compte en faisant un défilé qu'il n'y avait pas assez de noirs dans l'industrie de la mode. Et donc ça, c'est juste le sujet, c'est juste ce point-là que j'avais envie de dire, parce que ça me tenait à cœur. Et concernant la question, oui, je suis d'accord en soi, il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ça devient une discussion qui devient très longue parce que je pense qu'on est tous responsables de ce qu'on met. Malheureusement, je ne sais pas si on peut éduquer les gens par rapport à ça. Je crois que c'est un travail qui est énorme. Moi, par exemple, d'une manière personnelle, c'est vrai que je n'ai pas communiqué sur rien du tout par rapport aux événements. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui ne communique jamais de manière générale par rapport à des événements. Ça ne veut pas dire que je ne me sens pas concerné à travers ça et tout ça, mais c'est aussi parce que je n'ai pas envie de communiquer sur des choses qui sont fausses, parce que parfois, justement, avec les réseaux sociaux, on a tendance à retweeter des choses qui ne sont pas justes, et je n'ai pas envie d'être dans cette dynamique-là. Ce que j'ai fait pour rendre hommage, entre guillemets, par rapport à cet événement-là, j'ai mis en avant cette collection que j'ai fait, Nzaï, pour hier, cette collection qui nous a amené assez loin dans le concours. On est arrivé dans le top 15 pour le festival d'hier. Comme c'était une collection qui était liée à la colonisation, j'ai mis en avant cette collection et c'était pour moi la meilleure manière de mettre en avant. Je préfère mettre en avant mon travail qui est toujours lié à ma culture
que de retweeter une info ou quelque chose X. Donc, je réponds un peu à côté, mais en soi, je réponds un petit peu quand même. Oui. Ouais. Merci, Paris. Okay, let's move on to next question that is very much related with this question. So I'm convinced that it's more than necessary to have this debate. We all agree about this. But do you think there could be a risk if we, I'm not saying you can go too far with being on the lookout for not committing to cultural appropriation, but would there be a risk that the customer would be scared to commit to cultural appropriation, and that would have the opposite effect, and that the audience of a designer would get smaller instead of reaching a bigger audience? I mean by this, like that you would only be creating for your own tribe. Qui commence? Non, ça, je crois pas. Là, on touche à la question de la diversité, tout simplement. Donc, voilà, encore une fois, il ne faut pas rester entre soi. On vit dans un monde multiculturel, on vit dans un monde ouvert. Pourquoi est-ce que au niveau des maisons de mode, les personnes qui prennent les décisions ne reflètent pas donc ce multiculturalisme? Pour moi, c'est juste une question de collaboration, de diversité. Et donc là, on n'a même pas à répondre à cette question-là. Je suis d'accord avec toi. Oui. Mais moi, je pense qu'il y a une responsabilité chez les créateurs de s'éduquer et de ne pas faire des... I'm going to do it in English, I'm sorry. I'm switching. Not committing... Yeah, man! Yeah, man! No, but I mean, there's a responsibility with the designers, with the creators, to not commit to the cultural appropriation. I think there's also a responsibility with consumers to educate themselves, not only about cultural appropriation, but I think also about sustainability, about other things. And I think the power is where you put your money. And I don't think consumers should be or will be afraid, but I think when consumers in themselves will be more educated and will be more, will know more about certain subject, they will put their money where they believe in. So I think it's not something to be afraid of. I think if you take a stand and you commit to something, maybe you will lose clients, but you can also win clients. So I don't think in the consumer behavior there can be a shift, but I don't think there will be less consumers. I don't think so. Okay, thank you. Je suis d'accord avec Tom. Je pense pas que voilà. Il y a des exemples, il y a des marques comme Maison Chaton Rouge, qui est une marque qui est inspirée des quartiers Château Rouge à Paris, qui travaillent le wax, qui font plein de choses. C'est vendu en Chine, au Japon, en Turquie, partout dans le monde. Et donc, je pense pas que cette question doit même pas être là. Donc, on devrait la skipper et parler d'autres choses. Et c'est pareil pour la marque Casablanca Brand, pareil, qui cartonne, qui a été sélectionnée pour le LVMH Prize. Ouais. En soi, on peut nexter, passer à une autre question. Hein. Ok, très bien. We will do that. Okay, last question, and after that question, we will go to the Q&A. What would your advice be to fashion designers on how fashion designers, and I mean like young, starting, emerging designers? So what would your advice be on how not to commit cultural misappropriation in their work and designs? Anybody? S'éduquer. Oui. Okay, we come back to the same thing. Yeah. Mais oui, et puis il y a tellement de façons de s'éduquer. Il y a des expos, il y a des livres, il y a des concerts, il y a des gens. Encore une fois, pour moi, c'est ne pas rester entre soi, en fait. Voilà, si tu habites Bruxelles, tu as la chance d'habiter une ville multiculturelle.
Ouvre-toi, va voir d'autres cultures, va visiter les quartiers, rencontre des gens, parle avec eux, instruis-toi, ouvre-toi. En plus, on est à une ère où la connaissance vient à nous. Il suffit de faire un peu d'effort. Donc, c'est vraiment une question de volonté. Tu as envie de t'ouvrir, c'est possible. Ouais. But to continue, I had a bit the same. I had educate yourself, be open and listen to what's happening around you, and be open to that. And also, if you make a mistake, listen and learn from your mistakes, because it might be that something passes you by, but then just admit it and learn from it. I think that's also important. It's possible that maybe there's something that slips in that you haven't thought about. Just admit it when you get called out and learn from it. I think that's also important. Je suis d'accord avec Tom. Moi, pour apporter un plus, je vais parler avec mon cœur encore, comme je fais depuis le début. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai... Mais ce que je veux dire par là, c'est de manière humble, parce que j'ai du mal à penser que je devrais donner un conseil à un jeune créateur. Mais ce qui est pour moi très important, c'est déjà de suivre son cœur. Je pense que c'est important quand tu es un jeune créateur, c'est de suivre ce qu'il y a autour de toi. Tes amis, ça peut être très intéressant. Ta famille, ça peut être vachement cool de voir un petit peu ce que ta famille était, de quoi ils étaient intéressés, plus petits, plus jeunes, regarder les photos de famille, tout ça. Ce que je pense aussi, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que les jeunes créateurs doivent être connectés, mais connectés d'une manière globale. Quand je dis connecté, c'est pas juste connecté sur les réseaux sociaux, c'est connecté d'une manière globale, parce que je pense que c'est très important aujourd'hui de pouvoir aussi écouter les informations, parce que quand vous écoutez une information ou un média, une actualité qui est autre que la mode, ça te permet aussi de créer parfois, même souvent. Et aussi, au-delà de ça, c'est très important d'être au courant de ce qui se passe au-delà de la mode, parce que malheureusement ou heureusement, on est impacté par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc, si demain, il y a quelque chose qui se passe, on doit être au courant pour qu'on puisse s'adapter et voir comment on peut faire. Exemple, on a eu le Covid. Ça a été une situation qui a été très compliquée pour les créateurs. On a dû tous trouver des solutions pour pouvoir s'adapter par rapport à cette situation-là. Ouais. Et c'est très important aujourd'hui qu'un créateur de nos jours comprenne qu'il doit comprendre qu'il doit vraiment analyser tous les aspects et pas juste l'aspect de sa création, mais aussi l'aspect de ce qui se passe outside et comprendre, voilà, il y a ça qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, il y a plein de médias qui durent 2-3 minutes comme Combini, comme plein de trucs qui vous permettent d'apprendre plein de choses en 2 minutes. Aujourd'hui, on a Internet, on a plein de choses qu'on peut faire. C'est hyper important d'être connecté. Et d'ailleurs, je pense que c'est à cause de ça que je suis ici devant vous, parce que au-delà de la mode, j'essaie d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Ouais. D'ailleurs, c'est ma mère qui me le dit toujours. Paris, regarde les infos, mets 13 heures, comme ça on regarde ce qui se passe dans le monde. Et je pense qu'elle avait raison, parce que ça m'a permis d'avoir été aware, comme dirait Van Damme. Ouais. Grande inspiration. Grande inspiration. Ok, très bien. Let's go and see if we have any questions. Elke, did you get any? Yes, there is Elke, director of MadLab. Yes, Elke. Yeah, there are many questions popping up in the chat, and even a real discussion is going on. So it's very interesting, I would say. It was, anyway, a very interesting discussion. Let's start. I can only take some of them, I would say. So if don't feel offended if your question is not picked. There is a question of Alessandra. And she asks, do you think... Elke, can you come a little bit closer to the computer, because we don't hear you very well. All right, sorry. Yeah. Alessandra is asking, do you hear me now? Yeah. Okay. Do you think that cultural appropriation only happens when there are power inequalities between different cultures, or is it rather an education-related issue? What is your opinion about that? J'ai pas bien entendu la question. Oui, la femme, moi non plus. Donc, en fait, Alessandra demande si l'appropriation culturelle est juste un problème
de inequality Oui. Yeah. ou si c'est plutôt un Inégalité. problème de ne pas être éduqué. Oh, Alexandra. Alexandra. C'est Alessandra. Elle a raison. Hein. Je Alessandra, pense Alessandra. que je vais répondre, Cyril. Ça te dérange pas? Vas-y, vas-y. Merci. Je vais donner un exemple parce que c'est vrai qu'on parle de ce sujet-là. Quand j'ai créé ma collection pour hier, donc la collection était, la dynamique, c'était la colonisation belge au Congo. Il y a énormément de choses que j'étais pas au courant. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas au courant parce qu'on me l'a pas appris à l'école. Ouais. Donc, je pense qu'Alexandra elle a raison. Je pense que la base de tout ça, c'est d'essayer de trouver un moyen qu'on puisse apprendre à l'école, à nos enfants, frères, sœurs, oncles, cousins, ce qui se passe parce que il y a plein de jeunes, même des jeunes Congolais qui ne savent pas aujourd'hui l'histoire de leur pays. Et même moi, pour être honnête, je savais un petit peu, mais quand j'ai appris tout ça, j'avais un petit peu honte parce que je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne sais pas? Et puis après, en faisant des recherches, en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que oui, en effet, je ne l'ai pas appris à l'école. Et pour répondre encore précisément à Alexandra, c'est clair que par rapport à ce sujet-là, c'est très important au-delà de la colonisation belge au Congo, parce que là, on est en Belgique, mais il y a plein de sujets par rapport à l'appropriation culturelle qui est important qu'on puisse expliquer à ces jeunes d'où viennent les choses, quoi. Je trouve que c'est vraiment important. Donc là, vous dites que ça compte pour tout le monde, hein? C'est-à-dire, c'est pas pour vous qui sont de l'origine africaine, mais aussi pour tout le monde. Donc pour tous les Belges, pour tous les gens au monde entier, de s'intéresser dans différentes cultures. C'est ça que vous dites. Oui, clairement. Là, je parle je parle du Congo parce que la Belgique a un impact par rapport à ça, mais c'est par rapport à toutes les cultures, tous les pays, voilà, c'est vraiment global, hein, par rapport à ce sujet-là. Ouais. Pour aller dans ton sens où tu dis oui, effectivement, l'école, mais moi, je voudrais aussi mettre un peu la responsabilité individuelle. Certes, il y a ce qu'on apprend à l'école, mais il y a aussi ce qu'on nous, on a envie de faire, jusqu'où on veut aller. Donc, l'école est une base, et tu as raison, c'est hyper important. Il faut que cette base-là soit commune, qu'on ait le maximum. Mais après, c'est à chacun de continuer cet apprentissage. On apprend tous les jours, on apprend jusqu'au bout, en fait, on n'arrête jamais d'apprendre. Et donc, vraiment, moi, j'ai envie de remettre la responsabilité au-delà de la société, mais aussi une responsabilité individuelle. Donc, c'est à chacun de nous, vraiment, pour faire avancer le débat, c'est à chacun de nous, en fait, d'apprendre ce qu'il faut apprendre pour continuer à avancer. Je suis d'accord avec Tout toi, à fait Cyril. d'accord. Je suis d'accord avec toi, Cyril, mais malheureusement, aussi, tu as des gens, ils s'intéressent même pas à leurs voisins du coin. Donc, des fois, je pense qu'il y a des choses qui doivent être imposées, comme certaines choses par rapport, là, si on revient à la Belgique par rapport à la colonisation, je pense que c'est important que ce soit imposé à l'école, qu'on dise, voilà, il y a ça qui se passe. Après, c'est clair que si on ouvre notre regard, c'est clair qu'il y a plein de choses que tu peux découvrir toi-même, mais malheureusement, il y a aussi, bon, j'ai pas envie de casser du sucre, mais il y a une génération qui est pas assez, qui est connectée, mais qui est pas connectée pour aller chercher l'info. C'est un problème. Aujourd'hui, il y a plein d'infos sur Internet. Avant, on devait aller à la bibliothèque chercher des livres pour apprendre des choses. Aujourd'hui, sur Google, tu tapes comment faire ceci. Sur YouTube, on t'explique même comment faire pipi. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a plein de choses qui sont là devant nous et c'est là, quoi. Donc, il faut que, comme tu dis, il faut que les gens aillent chercher, mais t'en as, ils sont un petit peu fainéants. Ouais. Donc, voilà. All right. Next question. There's Aurelia. She's saying we need people on social media to call out because they will inspire people. Donc, on a besoin des gens sur les réseaux sociaux qui vont s'exprimer parce que pas tout le monde, not everyone is a leader, but everyone is needed in the process. It's a global movement. Hein? On a besoin de tout le monde dans ce processus. C'est un mouvement global. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Yes, somewhere yes. But I mean, is there a question in there as well? No, there is no question. It's just the start of a discussion. Yes. Because Eric de Beursschouwer is replying like this is une fausse excuse. Hein? Oui. False excuse, sorry. Yeah. No, it's okay. You know, It's okay. What?
Yeah. I know this was not a response on this question, sorry. But he's saying like, okay, we need, people have to do, or have to take more time to do research and to do appropriate research on the culture. This was on another question. So sorry, laisse tomber. Next question. Sorry. No, sorry. It's sometimes it's difficult to see what is the response to the question. Yeah. There is another question. Should we add the question, what is the history behind my clothes? And so go for a complete sustainable approach of fashion? Je vais le traduire en français. Devrions-nous ajouter la question, quelle est l'histoire derrière mes vêtements? Et opter ainsi pour une approche plus durable de la mode. Moi, j'entends pas très bien. Tu peux me dire, Peggy? Qu'est-ce qui se passe là? J'entends pas très bien, c'est pour ça. Yeah, tu vois. Attends, hein. Donc, devrions-nous ajouter la question, quelle est l'histoire derrière mes vêtements? Et opter ainsi pour une approche plus durable de la mode. But I think transparency in fashion is the way to go. I mean, there is work to be done there. Also in the company I work for, I'm going to be honest, and we're working on it. It's not easy because we are already in a system for 15 years. So to change the system, it takes time. But I think the history of your clothes is important, but it's a difficult process to establish. Ouais. Ok. Moi, je suis un peu partagée par rapport à ça. Après, je suis d'accord avec la question de la transparence. Maintenant, est-ce que ça se prête peut-être à cette collection ou pas? Donc, Oui. Je pense que c'est à voir au cas par cas. L'imposer comme ça, je n'aurai pas une réponse tranchée, mais c'est vraiment selon le feeling et puis quelle est l'histoire de la marque aussi. Oui, voilà, moi, je sais que personnellement, je suis arrivée dans ce domaine de la mode par rapport à une histoire très personnelle. Donc, mon histoire, elle est personnelle. Des fois, j'ai envie d'en rencontrer plus parce que j'estime que ça fait partie du processus, et d'autres fois pas. Donc, ça reste, ça, c'est un peu, c'est un peu au cas par cas, quoi. Ouais. Je suis d'accord. And sometimes the piece in itself tells already the story. If again the DNA is there and the DNA is clear, not every piece within that collection has to be explained or has to be. I think you will lose a little bit as well. The how do you say it? La part de rêve aussi. Yeah, la part de rêve. Si tout est très clinique et tout est expliqué, tu perds un peu l'interprétation et l'interprétation personnelle de quelqu'un qui l'achète. Mais je pense sur un niveau sustainable, je pense plus de transparence, oui, je pense que c'est pas mal. Ok. C'est double. All right. Another question is Alexandra Marinus, who asks, do you know examples of positive appropriation? Maybe it needs another name than appropriation. Yes, it's réappropriation. It's réappropriation. Et ça, c'est le cas, effectivement, de pas mal de créateurs de la diaspora qui se réapproprient leur culture pour raconter une nouvelle histoire. Paris avait parlé de Château Rouge, je parle de ma marque Eratim Fashion, mais à ce moment-là, voilà, on se réapproprie des éléments de notre culture par rapport à où on est pour raconter, pour écrire une nouvelle histoire, en fait. Donc, il y a certainement encore plein d'autres exemples. Ouais. Ouais, clairement. Mais pour être un peu positif, parce que c'est vrai que j'ai lancé beaucoup de pierres, mais il y a une collection qui m'avait beaucoup marqué, qui était une collection Dior femme. Il y a 1 ou 2 saisons qui était au Maroc, à Casa ou à Rabat, qui était une collection qui était vraiment incroyable, où ils avaient mis énormément d'ENA et ils ont mis même les ateliers en avant et tout ça. Donc, il y a quand même des maisons qui font quand même un petit peu attention pour être positives. Donc, voilà, il y en a qui font quand même un petit peu attention.
Elle a retenu la leçon. Elle a retenu la leçon. Parce qu'en fait, quand elle était chez Valentino, hein, Maria Casas. Oui, oui, Ah oui. bah, la collection qu'elle avait faite, inspirée de l'Afrique en 2016. Oui, Ah, c'est c'était vrai. le wax? C'est vrai. Ah ouais, avec tous des mannequins blancs coiffés, il n'y avait que des mannequins blancs. Elle a retenu la leçon comme quoi, effectivement, c'est hyper important ce système de calling out et de reconnaître ses erreurs et d'avancer. Et donc là, elle arrive à cette collection qui était complètement cohérente. Voilà, en travaillant avec une usine en Côte d'Ivoire, en faisant appel à des créateurs, en faisant appel à une spécialiste du wax, en faisant le défilé à Marrakech, là, on arrive effectivement vers quelque chose de beaucoup plus cohérent. Ouais. Exactement. All right. Exactement. Donc là, on peut finir sur une note positive. Voilà. Comme Ben quoi, voilà. Okay. Comme quoi. I think it's time for a wrap up. Thank you all for joining. Thank you. Have a great evening. This was the last webinar for the season. We will start with another series of webinars in September. So as of tomorrow, we start with Inside Stories. It's a series of live talks by 19 actors of change selected by MAD, Home of Creators. We are very happy to finally invite you to the digital version of our next MAD Windows, Inside Stories. Because due to COVID, we transformed the program into a series of the online talks, not to be missed. Roméo, tu peux passer au slide suivant. Ouais, voilà. Go, I'm Roméo. reading it. Merci, I'm reading it Roméo. from the text. So, Math Windows is a place for sharing experience, know-how, and interactions. We teamed up with Kiosk Radio, Altalks, and more info you can find on our Facebook and Instagram page. And Inside Stories will be as of tomorrow until 20th of August. So we all hope to see you there soon. Je Thank peux you dire very encore much. quelque chose? Oui, bien sûr, vas-y. Je pensais pas qu'elle serait là, mais bon, c'est pas grave. Donc, elle, que tu peux boucher tes oreilles pendant 10 secondes. Je voulais quand même remercier le MAD et Peggy de nous avoir invités par rapport à ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est quand même cool de parler. Même s'il est un peu touchy, c'était hyper intéressant. Bon, Et c'est pour bien. terminer de manière positive, je voulais quand même remercier elle qui m'a aidé depuis le début avec Snob. Et c'est aussi quelque part grâce à elle que je suis ici devant vous. Et je ne pensais pas qu'elle serait là. Donc, je voulais quand même le remercier parce que au-delà qu'on parle sur un sujet qui est très important, mais il y a quand même des personnes qui ont cru au projet, à mon projet, qui m'ont toujours aidé. Et aussi, je voulais remercier Sophie Carré aussi, Muriel Piezer, qui étaient des gens importants pour moi, qui m'ont beaucoup aidé. Et bien sûr, c'est mon duo avec Mélissa. Et pour terminer, je voulais aussi dire un coucou à mes parents et le fait qu'aujourd'hui c'est l'indépendance et que c'est un grand moment pour nous. Et voilà, à tous les Banakongo qui sont connectés. Donc, dédicace pour vous les gars, je ne vous ai pas oublié. Donc voilà. Wow. Oh, fantastique. Merci C'était beaucoup. magnifique, Paris. et félicitations pour ta nomination au festival d'hier. On a hâte de voir Ah la oui, collection. oui, oui, oui. Ouais, vraiment. mais avec- Molenbeek vibes. Très belle vibe, oui. Top. Ok, génial. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, stop.